Son visage figure dans les bases de données de toutes les polices du monde entier. Xavier Dupont de Ligonnès reste l'homme le plus recherché de France après maintenant 15 ans, depuis avril 2011, après ce quintuple meurtre de Nantes, dans la maison familiale, là où ont été retrouvés enterrés sa femme Agnès, ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne, Benoît et leurs 5 chiens. Voici mes invités que je suis ravie d'accueillir avec vous, Dominique Rizet, que je salue au passage. Et on se retrouve, quel bonheur. Quel bonheur. Gilles Gallou, ancien enquêteur à l'Office central de lutte contre la criminalité de la police judiciaire. Vous êtes l'auteur de ce livre, Xavier Dupont de Ligonnès, un flic au cœur de l'enquête. C'est chez Max Millot. Philippe Créange à vos côtés, journaliste rédacteur en chef adjoint au Télégramme, auteur des Hantés, édition Robert Laffont. Voilà, j'ai l'impression d'être dans la grande librairie. Et puis Stéphane Goldenstein, avocat de Christine, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès. Merci à tous les 3 messieurs d'être avec nous. Dans un instant, Gilles Gallou, vous allez nous raconter votre voyage aux États-Unis, cette piste américaine. Mais avant, pour replonger dans cette énigme criminelle, les éléments de l'enquête avec Pierre-Louis Bousset. Le 15 avril 2011, c'est à pied que Xavier Dupont de Ligonnès quitte cet hôtel du Var. Laissant derrière lui son véhicule, il s'évanouit dans la nature. Le dernier signe de vie laissé par celui qui est devenu l'un des hommes les plus recherchés de France. Une semaine plus tard, le 21 avril, l'épouse et les 4 enfants de Xavier Dupont de Ligonnès sont retrouvés morts sous la terrasse de la maison familiale à Nantes. Une exécution méthodique, par balle, dans la tête. Les 2 labradors de la famille ont aussi été abattus et enterrés. Une maison de l'horreur, un quintuple homicide, dont le principal suspect reste introuvable. La poursuite de sa recherche et son témoignage sont évidemment essentiels pour déterminer précisément les causes de ces 5 morts. Ces dernières années, plusieurs personnes ont affirmé avoir aperçu Xavier Dupont de Ligonnès. Les autorités ont aussi multiplié les fouilles, monastères, couvents, cimetières, en vain. En 2019, un homme est arrêté à l'aéroport de Glasgow en raison de ses empreintes génétiques. Là encore, fausse piste. Le dernier développement en date provient des États-Unis. Le bureau d'un shérif du Texas affirme que Xavier Dupont de Ligonnès y aurait été aperçu en 2020 en compagnie d'un labrador et a lancé un appel à témoins. Alors aujourd'hui, tous ensemble, on ne va pas se poser la question de savoir si Xavier Dupont de Ligonnès est mort ou vivant. On va tous plancher, si vous le voulez bien, sur l'hypothèse qu'il est vivant. Gilles Gallou, vous avez été enquêteur à l'Office central cybercrime de la PJ. Vous êtes parti aux États-Unis sur sa piste, sur ses traces. Qu'est-ce que ça a donné ? Alors, en fait, vous avez commencé votre reportage en disant que le dernier signe de vie de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est le 15 avril sur le parking de Roquebrune-sur-Argence. Et c'est exactement ce que je cherche, en fait, depuis presque 2 ans maintenant, et c'est aussi l'objet de mon livre, de retrouver une trace de vie de Xavier Dupont de Ligonnès. Spoiler, est-ce que vous avez des traces aux États-Unis de... Alors, vous commencez par la fin de mon livre, mais effectivement, je me suis pas levé un matin en disant tiens, Xavier Dupont de Ligonnès est parti aux États-Unis. Finalement, c'est lui-même qui le dit dans de nombreux de ses écrits. La piste américaine n'est pas du tout incohérente. Au contraire, dès les premières lettres, il dit qu'il part aux États-Unis. Est-ce que cette piste a été explorée ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai décidé d'essayer de retrouver une trace de vie de Xavier Dupont de Ligonnès, d'abord en France, et finalement, de fil en aiguille, j'ai trouvé des éléments qui m'amenaient au Texas, où je suis allé, où je suis revenu il y a quelques semaines. Et donc, j'ai exploré cette piste de personnes qui ont croisé le chemin de Xavier Dupont de Ligonnès et son meilleur ami Michel Rétif. Et voilà. Dominique. Comment est-ce qu'il serait parti aux États-Unis, Gilles Gallou ? Dans votre livre, vous parlez des bateaux, de ce qui a été fait, les bateaux qui partaient de Saint-Nazaire. Sa dernier endroit où on le voit, c'est Roquebrune-sur-Argent, le jour où il part donc du Formule 1. Et vous parlez ensuite des bateaux vers Saint-Nazaire. Comment est-ce qu'il serait allé de Roquebrune à Saint-Nazaire ? Alors, en fait, j'affirme rien. Dans mon livre, j'essaye D'abord, mon livre, il essaye de refermer un maximum de portes. Et les seules portes que je laisse ouvertes, c'est les hypothèses possibles de fuite. Donc, Saint-Nazaire en est une. Il y en a plusieurs. Hein. Donc, il y a l'aéroport, il y a plusieurs pistes de fuite possibles. Et donc, si vous me demandez clairement sur celle-ci, sur Saint-Nazaire, si vous regardez Roquebrune-sur-Argence, cette ville est située exactement entre 2 gares TGV. À 10 km à droite et 10 km à gauche de Roquebrune-sur-Argence. Donc, il y avait la possibilité de prendre un TGV qui remontait sur Paris. Et Saint-Nazaire est desservi par une gare TGV.
Donc, c'était une des façons de remonter, comme l'a fait John List, qui a laissé sa voiture garée devant l'aéroport de JFK. Ça, c'est aux États-Unis. On en reparlera. Un cas criminel aux États-Unis qui a peut-être, on ne le sait pas, inspiré Xavier Dupont de Ligonnès. Et dans votre livre, on découvre aussi l'ampleur, l'étendue des traces numériques qu'il laisse derrière lui. Vous parlez de 23 sites internet, vous épluchez tout, 47 pseudos, une vingtaine d'identifiants, 23 sites différents. Est-ce qu'il a brouillé les pistes ? Alors, je peux rien affirmer. Mais si, vous parlez d'une masse énorme de données, c'est vrai. Mais si finalement on regarde la synthèse de toutes ces données, qu'est-ce qui reste de toutes ces données ? Il reste une lettre qui s'appelle « Lettre à ma Catherine ». Et finalement, cette lettre, si on regarde la chronologie des faits, Xavier Dupont de Ligonnès, qui était soi-disant dépressif, il a justement très méticuleusement supprimé des milliers de fichiers de ses serveurs, sauf un. Cette lettre à la Catherine, et c'est d'ailleurs le premier document que j'ai eu entre mes mains quand j'ai pris l'enquête. Dites-nous qui est Catherine. Catherine, c'est sa maîtresse. Et donc, je ne sais pas s'il a fait exprès d'oublier cette lettre. En tout cas, moi, c'est le premier élément que j'ai eu entre les mains quand j'ai pris l'enquête. Elle lui a prêté de l'argent. Voilà. Et dans cette lettre, il y a cette phrase qui va résonner, « Tu n'as plus qu'à patienter, car personne ne pourra me retrouver ». Alors, il y a, en fait, plusieurs lettres. Il faut aller doucement. Il y a 5 lettres qui sont, à mon avis, cruciales. Effectivement, cette lettre de ma Catherine qui est datée du 14 janvier 2010. Ensuite, il y a une lettre qui s'appelle « Disposition à prendre », qui est une lettre qu'il a adressée à ses 2 amis, Michel Rétif et Emmanuel Teneur, où là encore, on sent qu'il parle de suicide, ou en tout cas de fuite. Et ensuite, il y a la lettre « Coucou tout le monde », ou que tout le monde connaît, et la dernière lettre que vous venez de citer à sa maîtresse, et la lettre à Michel Rétif que je cite dans mon livre. On va y revenir. Avec Sabina, on va essayer de retracer l'itinéraire de Xavier Dupont de Ligonnès pendant ce mois d'avril 2011. Sabina, tout démarre à Nantes, dans la maison familiale. Oui, alors c'est ça, tout commence à Nantes le 7 avril 2011. Xavier Dupont de Ligonnès est aperçu au domicile familial, transportant plusieurs sacs volumineux. Il quitte définitivement Nantes le 10 avril au matin et coupe son téléphone. Puis commence sa cavale vers le sud dans la nuit du 11 au 12 avril. Xavier Dupont de Ligonnès passe par Toulouse. Il dort dans un hôtel de la ville et donc les enquêteurs retrouvent sa trace grâce aux réservations et aux paiements effectués sur place. Dans la soirée et dans la nuit du 12 au 13, il est localisé au Pontet, dans le Vaucluse. Il dîne et passe la nuit dans une auberge 5 étoiles. Là encore, plusieurs éléments permettent de confirmer sa présence, des témoignages, des paiements ou encore des images de vidéosurveillance. Enfin, dans la nuit du 14 au 15 avril 2011, il arrive dans le Var, à Roquebrune-sur-Argent, le 14 avril, regardez ces images. Il est filmé par une caméra de vidéosurveillance en train de retirer de l'argent, puis il séjourne dans un hôtel Formule 1 où il sera filmé pour la dernière fois. Sa voiture est ensuite retrouvée abandonnée sur le parking de l'hôtel le 21 avril. C'est donc dans le Var que Xavier Dupont de Ligonnès localisé pour la dernière fois. Après cette nuit du 14 au 15 avril 2011, il disparaît totalement. Merci beaucoup Sabina. Donc la dernière trace visuelle de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est Roquebrune-sur-Argent. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres photos que l'on ne connaît pas, Maître Goldenstein, dans ce dossier par exemple ? Ah non, on connaît tout. On connaît tout. Même M. Gallou connaît la vérité. Il est parti aux États-Unis et il y a même le billet d'avion qui a été découvert. Non, on ne connaît rien. La réalité, c'est que tout s'arrête le 15 avril. Alors j'entends les États-Unis. Effectivement, il dit dans la lettre que tout le monde a pris pour une supercherie qu'il allait partir en Australie ou aux États-Unis. Mais en réalité, des investigations ont été réalisées. Je relisais récemment parce que ça me trottait dans la tête. En fait, il y a une personne qui a reconnu Xavier Dupont de Ligonnès en Floride, à Miami. Et donc, à l'époque, on s'activait sur toutes les pistes. Et en réalité, ils ont interrogé Interpol, et Interpol a répondu qu'il n'y avait aucune trace de la famille de Ligonnès aux États-Unis. De la même manière, ils ont interrogé Air France pour vérifier si des vols étaient... il y avait la famille de Ligonnès sur des vols au départ de Paris pour les États-Unis ou pour l'Australie, rien du tout. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'il est en Australie, mais il peut être dans le détroit d'Ormuz. Mais il peut pas avoir fabriqué des faux papiers, pardon la question naïve. Il peut avoir voyagé sous notre identité. Évidemment, mais alors, pourquoi plus aux États-Unis que pas parce qu'il y a été 15 ans auparavant et que sa femme a voulu revenir en France parce que les enfants n'avaient pas de vaccin. Parce que pour une cavale, il faut, vous le savez, Dominique, mieux que moi, il faut de la logistique, il faut des relais, il faut de l'argent. Alors, je vais vous retourner à la question. Mais pourquoi tuer tout le monde ? Pourquoi pas s'en aller ? Et les cartes d'identité, c'est pas aussi facile à falsifier maintenant que ça l'était autrefois. Avant, les cartes d'identité,
carton. Ouais. Mais les cartes d'identité biométriques, ce qu'on nous a raconté sur l'Écosse, Ah oui. ça n'a aucun sens. On ne peut pas falsifier une carte d'identité biométrique. Si, vous allez. Il faut être un agent secret, il faut être à la DGSE. Ou vous allez dans Sinon, certains quartiers de Paris, ça- vous en trouvez rapidement des fausses pièces. avec la biométrie, Si Ouais, on défaut, prend défaut. les photos du Alors- dossier, toutes les photos du dossier, la terrasse, cette histoire de gamelle qui a permis du coup à l'enquêtrice de se rendre compte qu'elle était positionnée de manière suffisamment bizarre pour se dire qu'il fallait creuser sous cette terre meuble, la vidéosurveillance de l'hôtel Formule 1 où il a un livre à la main, un livre je crois de Bernard Minier si je me souviens bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut décrypter? Est-ce que ça veut dire que tout ça est savamment orchestré selon vous, Gilles Gallou? Alors moi, dans mon livre, je fais beaucoup de choses au conditionnel, mais sur ce passage précis dont vous parlez de l'hôtel Formule 1, moi, je suis intimement convaincu que c'est une mise en scène Parce que pour montrer que Xavier Dupont de Ligonnès part se suicider. C'est-à-dire, il y a une forme longue qui dépasse de sa sacoche, que tout le monde prend pour une carabine. Moi, j'ai vu ces vidéos, j'ai jamais eu l'impression que c'était forcément une carabine. Personne ne le sait si c'est une carabine. ça dans c'est son vrai. sac. Ça c'est vrai. Vous écrivez ce passage, ce regard furtif de Dupont de Ligonnès gravé dans ma mémoire. Au moment où il regarde cette caméra, j'ai dû le visionner des centaines de fois. Ce regard ne me quitte pas 15 ans après. J'ai toujours eu la conviction qu'à ce moment précis, Xavier jouait un rôle de son plan sous l'objectif de la caméra. Quel rôle? Le même rôle qu'il a joué dans la maison à Nantes. C'est-à-dire que si vous prenez la description de la maison telle qu'elle a été découverte par les policiers, c'est une mise en scène. Tout est mis en scène. Même sous la terrasse, tout est mis en scène. N'allez surtout pas voir sous la terrasse. Je veux dire, les photos... tout est enlevées des fléché cas, quand on dit tout n'allez est pas mis en voir, c'est scène. comme quand on dit Ils aux ont enfants quand même- faites pas ça, il faut Ils absolument. ont quand même mis 10 jours. Hein. Il a donc 10 jours d'avance. C'est vrai. Philippe Créant, j'ai une question. Est-ce que votre voisin de table est hanté? Ah Parce oui, que c'est le titre de votre livre. Il est hanté et j'aurais à la limite aimé l'avoir dans mon livre aussi, mais je ne savais pas qu'il menait en parallèle. Vous auriez pu Ça- rajouter ça un prend chapitre alors. Ouais, complètement, au moins un témoignage. Pour en revenir sur la mise en scène, je suis assez d'accord. Tout donne l'impression qu'il y a eu une mise en scène, que ça soit dans sa maison du boulevard Schumann ou au niveau de l'hôtel Formule 1 Roquebrune-sur-Argent. Mais par qui elle a été organisée cette mise en scène? Je tiens juste à rappeler. Alors pardon, je me mets à la place peut-être de Maître Goldenstein, mais Xavier Dupont de Ligonnès, il est présumé innocent aujourd'hui. Absolument. Et rien ne démontre que c'est lui qui a organisé tout ça. Nous, on prend juste l'hypothèse qu'il est vivant. C'est ça. Hein? Mais il y a des éléments évidemment qui sont troublants. Mais il y a aussi des zones d'ombre. Donc il faut peut-être être prudent vis-à-vis de cette mise en scène-là. C'est vrai que je dois féliciter M. Créange parce qu'en fait, il a essayé de faire un travail assez objectif et de pas privilégier une hypothèse ou une autre Assez hypothèse. humain surtout, parce qu'à Oui, travers votre humain, livre, oui. on voit effectivement toutes ces personnes qui sont frappées par ce dossier. Mais moi, je voulais pas mener une enquête comme d'autres ont été menées, par Gilles Gallou, par beaucoup d'autres. Ce qui m'intéressait, c'était surtout une quête psychologique, finalement, à travers ces témoins qui, 15 ans après, ont totalement été habités par ce dossier. Et je voulais savoir comment ce dossier-là avait pu percuter leur propre vie. Alors, il y a cette dernière lettre de Michel Rétif, vous en parliez tout à l'heure, Gilles Gallou. Qu'est-ce qu'elle contient, cette lettre? Je penserais bien à toi, on va le voir à l'écran. Pas le droit de dire où, mais tu y es passé avec moi en novembre 1990. Indice à creuser, lol. Qui peut me faire le sous-texte? Vous? Non, mais en fait, tout le monde a compris que comment on peut imaginer un homme qui viendrait de tuer toute sa famille et qui écrit une phrase aussi légère et donner un indice à creuser. Donc déjà, on est dans une enquête, c'est un cluedo, quoi. Je veux dire, Oui. c'est incroyable, cette phrase. Et donc moi, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a interpellé et je me suis dit, mais cet indice à creuser, il faut le trouver. Et c'est cette piste-là qui m'a amené au Texas, puisque finalement, l'indice à creuser dont parle Xavier Dupont de Ligonnès, c'est où étaient Xavier Dupont de Ligonnès et Michel Rétif en novembre 90. On peut rappeler Michel Rétif, l'un de ses meilleurs amis? Ouais, son meilleur ami. Ouais. Avec Emmanuel Teneur. Et Emmanuel Teneur. Je voudrais vous poser 2 questions. Est-ce que la police est passée à côté de quelque chose? Laquelle? Est-ce qu'il y a des Française ou choses, américaine? la police française, la PJ de Nantes, est-ce qu'elle est passée à côté de quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas fait? Première question. Ah, je serais bien mal placé pour dire du mal de mes collègues, puisque j'étais un des enquêteurs de l'époque, mais personne n'est parfait. On est sans doute passé à côté de ça. Surtout, vous avez du retard dès le D'ailleurs, on a 15 ans départ. de retard. Oui. Donc, de toute 10 jours façon, d'abord et puis après 15 ans. Oui. 6 jours de retard. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, excusez-moi, je pense que moi, personnellement, je me suis enlisé dans cette piste mystique. Mais c'est peut-être Xavier lui-même qui nous a orientés dans cette piste en laissant un message sur le site, le Forum Cité Catholique, qui nous laissait penser qu'il attendait une réponse ou en tout cas qu'il y avait un message codé. Okay. Et moi, j'ai perdu des mois dans ces messages catholiques. Ça, c'est Et vrai. c'était peut-être le but, dites-vous. Peut-être. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été entendues?
des personnes proches de lui qui n'ont pas été entendues, qui seraient peut-être à l'étranger aujourd'hui, ou est-ce qu'il y en a? Oui, bien sûr. Il y a des personnes, moi, aujourd'hui, que je peux pas vous dire ici, mais je suis certain qu'il y a des personnes très, très, très proches de Xavier, notamment une, dont Xavier parle, Son ancien dans sa petit lettre, ami non. Ah. Dans sa lettre, si vous regardez la lettre de Coucou tout le monde qui a été publiée partout, l'une des personnes dont Xavier parle dès le début de la lettre, c'est la personne qui m'a aidé à créer ma société aux États-Unis. Ouais. C'est elle qui m'a mis en relation avec les services secrets. Bon, je pense que c'est super intéressant de s'intéresser à ça. Elle a été identifiée, cette personne, ouais. Cette personne existe, sans doute, mais je peux vous demander d'essayer de la trouver. Vous allez vous casser les dents dessus, parce que ce type-là est introuvable. Philippe Kriange, qui est le plus hanté de vos hantés dans votre livre? Qui a été le plus traumatisé, si je puis dire, par ce dossier? Ouais, ils sont nombreux, mais je crois que c'est le témoignage exclusif que j'ai, qui n'avait jamais été publié jusqu'alors, c'est celui de Bénédicte, qui était une amie d'Agnès Dupont de Ligonnès. Elles habitaient à Pornic toutes les deux à l'époque. Elles se voyaient régulièrement, elles échangeaient quotidiennement, et cette femme, effectivement, est totalement hantée par cette affaire, et elle ne s'en est pas remise. Donc, c'est le témoignage premier qui me vient à l'esprit quand vous me posez cette question, bien sûr. Et Maître Goldenstein, votre cliente, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, comment elle vit aujourd'hui? Dans quel état d'esprit elle est? Est-ce qu'elle, cette hypothèse qu'il est vivant, elle y croit plus que fortement, mais j'imagine qu'elle nous regarde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Elle ne nous regarde pas forcément. Ah. Elle attend des synthèses de ma part, mais elle ne nous regarde pas parce qu'elle en a assez. Elle en a assez, elle vit avec ça depuis, vous vous rendez compte, 15 ans, à devoir supporter de porter le nom de Dupont de Ligonnès, et à chaque fois on pose des questions, mais alors votre frère, il est où? Il est mort? Il est vivant? Il a tué? Il a pas tué? Enfin, c'est insupportable. Elle vous a laissé un message juste avant l'émission, donc elle s'intéresse à ce que vous faites. Ah oui, tout à fait. Je préviens ma cliente quand je passe sur BFM, et je lui demande si elle a des explications à faire ou à donner. Là, elle m'a fait un raisonnement frappé au coin du bon sens, c'est de me dire, mais c'est quoi cette histoire des États-Unis? Est-ce qu'il a vraiment besoin de tuer tout le monde? Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète. Est-ce qu'on a besoin de tuer tout le monde si on veut partir aux États-Unis? Enfin, elle n'y croit pas du tout. Enfin, cette hypothèse-là. Et son mari concluait, il réapparaîtra quand il aura décidé de réapparaître, mais personne ne le retrouvera. Je n'ai pas très bien compris la différence entre le retrouver et réapparaître, mais voilà. Il a dit ça quand dans son livre? Il a dit ça dans son livre, ouais. Dans son livre, ouais. En fait, ils sont repartis à l'hypothèse première que la lettre qui a été communiquée à tout le monde est la vérité. Puisque de toute façon, la vérité judiciaire, ils n'y croient pas du tout. La vérité des uns et des autres, en fait, ils y prennent ce qui les intéresse. Et donc, ils se disent, après tout, pourquoi pas, puisque nous, on sait que Xavier, il n'a pas pu tuer tout le monde. Il est aux États-Unis avec toute sa famille. C'est là-dessus qu'elle se raccroche. Et c'est vrai que c'est compliqué à la contredire. Oui. Merci à tous les trois d'avoir éclairé cette énigme criminelle. Je rappelle ces ouvrages passionnants, celui de Gilles Gallou, il est là, celui de Philippe Kriange, il est là. On peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Merci messieurs d'être venus ici. Et évidemment, vous êtes réinvités dès qu'on a de nouveaux développements.